Salut à tous et bienvenue sur Netageo. Aujourd'hui c'est un épisode dédié à Mushihime-sama, dont j'ai parlé au dernier Nippon Game News, et justement lors du dernier Nippon Game News, je vous avais dit que si j'avais le temps, eh bien je reviendrai sur la version Switch pour faire une comparaison avec la version Xbox 360 pour vérifier la qualité en fait de la version Switch. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Mais je vais en profiter pour vous parler un petit peu de l'histoire de Mushihime-sama, vous donner des anecdotes, parler un petit peu du système du jeu, des modes contenus dans la version Switch, et puis bien sûr, en fin d'émission, faire un comparatif, input lag, framerate, etc. avec la version Xbox 360. Allez, c'est parti. Mushihime-sama est un shoot'em up en scrolling vertical sorti en 2004 en arcade, un jeu développé par Cave, des passionnés des jeux de shoot en 2D, connus pour leur danmaku ou shmup maniaque. Les shoot'em up qui ont brillé en arcade de la fin des années 70 au début des années 90. Je dis bien début 90. Car déjà en 1989, le boom des beat'em all avec Final Fight faisait déjà de l'ombre au shmup. Puis le boom des jeux de fight versus en 1991 avec Street Fighter 2, la montée en puissance de la 3D avec Virtua Fighter, une 3D qui a boosté aussi le succès des jeux de course avec Virtua Racing et surtout Ridge Racer sorti en 1993. Le gun shooting aussi prend de l'ampleur, avec des jeux comme Virtua Cop sorti en 1994. Et à partir de 1997, c'est au tour des jeux de rythme de se faire remarquer avec Beatmania et autres Dance Dance Revolution. Avec tout ça, en 2004, les shmups en 2D sont devenus un genre mineur. Et c'est dans ce climat que Mushihime-sama débarque en arcade. Le premier shoot'em up de Cave est Donpachi, sorti en 1995, édité par Atlus. Ce n'est pas encore un danmaku ou maniaque, mais le jeu est visuellement accrocheur, des musiques stylées, des bonus de partout, et on y retrouve surtout cette fibre qui a fait le succès des shmups à l'ancienne. Ce Donpachi fut une sympathique découverte pour moi sur PS1, mais je n'avais pas fait particulièrement attention à Cave. C'était surtout pour moi un jeu d'Atlus, ceux qui avaient fait les Shin Megami Tensei sur Super Famicom. Après, c'est un peu normal que Cave ne me disait rien du tout. En effet, Cave, en 95, est une toute nouvelle société composée d'anciens de la société de Toa Plan qui venait de faire faillite. Toa Plan qui a développé pas mal de shmups connus comme Tatsujin, alias Truxton chez nous. Il a fallu que je vienne au Japon, me balader dans les salles d'arcade japonaises pour commencer à prendre conscience de Cave. Et c'est vrai que fin des années 90, début des années 2000, eh bien c'était l'une des rares sociétés à continuer à lâcher, à sortir des jeux de shoot en 2D. Et donc je pense à Espaled, à Gwange, à Donpachi Daiojo, Espagaruda. Tout ça c'est des titres bien compliqués, mais tous ces jeux-là en plus mettaient en avant des personnages, soit des pilotes, soit des personnages vraiment comme dans Espaled, manga en 2D, et c'est vrai que j'avais un faible pour ça. Et je repense par exemple aux pochettes de Musha Alesta, donc Musha Alest en japonais, voilà, avec ce personnage féminin en tant que pilote, ou Hellfire sur PC Engine avec une pochette différente de la version Mega Drive, et là vous avez deux pilotes mis en avant, et vous avez tout un tas de scènes cinématiques en fait dans le jeu qui mettent en avant des pilotes féminins, et c'est vrai que j'avais un faible pour ça. Alors là je n'ai cité que des jeux Toa Plan, mais en fait le déclic vient surtout d'un jeu en particulier qui s'appelle Aeroflash. Voilà, j'avais adoré cette pochette, je suis vraiment tombé fan de cette pochette de Aeroflash, et quand j'ai vu cette pochette, je me suis dit, Mehdi, tu vas continuer à acheter du jeu japonais, parce qu'il faut bien comprendre qu'on était dans les débuts des années 90, et que je découvrais en fait les versions japonaises, qui avaient des pochettes que je trouvais tellement plus belles que les versions PAL, et même les modes d'emploi, c'est tellement plus coloré, que je me suis dit, bon bah on va continuer à acheter de la version NTSC japonais, même si dans le cas d'Aeroflash en particulier, la version PAL de la pochette est pas si mal. Honnêtement, les jeux Cave étaient trop durs pour moi en arcade, du coup j'y jouais pas souvent, car cela me revenait trop cher, et je préférais attendre les versions console. Et pour certains, j'ai dû attendre bien longtemps. Et je n'étais pas le seul à penser comme ça au Japon. En effet, les jeux Cave ont une image de jeu pour l'élite du shmup. C'est en tout cas le souvenir que j'ai en fréquentant les salles d'arcade de l'époque. Je suis venu habiter en 2000 au Japon, après des allers-retours, et j'ai souvenir d'une salle d'arcade qui était à 5 minutes de chez moi, avec un étage bourré de shoot en 2D, avec des cracks du stick qui y jouaient. Mais pas mal de bornes étaient vacantes comparées à d'autres types de jeux. Évidemment, j'ai fréquenté d'autres salles d'arcade, et c'est comme ça que je suis tombé complètement par hasard sur Mushihime-sama.
Sans trop d'espoir, j'ai lancé une partie pour essayer, et pour une fois, je ne me suis pas fait massacrer direct avec un jeu Kev. Ce jeu était plus simple tout en restant bien défoulant. En effet, Mushihime-sama en arcade est relativement plus facile d'accès comparé à ce que m'avait habitué Cave en termes de difficulté et de complexité de système. Comme l'explique Tsuneki Ikeda, qui a travaillé sur le développement du jeu dans une interview du Famitsu, il voulait retourner aux sources avec un shoot plus simple. Un shmup comme on les faisait avant à l'époque de Taoplan. D'ailleurs, Tsuneki Ikeda est un ancien de chez Taoplan, il est actuellement le vice-président de Cave. Le problème, c'est qu'à l'époque, Cave était surtout connu pour faire des jeux Danmaku. Donc sortir un jeu à la Toaplan, c'était compliqué vis-à-vis des fans. Ils ont donc décidé de proposer plusieurs modes de difficulté pour permettre aux débutants de pouvoir s'amuser avec le mode original et un mode maniaque pour les joueurs expérimentés. Donc le mode original de Mushihime-sama n'est pas vraiment un Danmaku, avec des milliers de balles lentes à l'écran, mais se rapproche plus d'un shoot à l'ancienne avec des tirs moins nombreux mais plus rapides. C'était aussi l'époque où Kev passait à une nouvelle carte d'arcade plus puissante, et il voulait profiter de cette puissance pour mettre en place un Danmaku jamais vu jusqu'à présent. Et c'est ainsi qu'est né le mode Ultra de Mushihime-sama. C'est carrément une autre dimension niveau difficulté. On a le droit à un vrai rideau de tir. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais Danmaku vient de Dan pour tir et Maku rideau. Ce mode ultra a fait jaser bien des fans de shmup et a permis de faire connaître Mushihime-sama. Toujours pour revenir aux sources à la Toaplan, ils voulaient faire un jeu de shoot plus classique, mettant moins les personnages en avant comme c'était le cas pour une bonne partie de leur jeu, comme je l'ai expliqué plus tôt, mais faire un shoot à l'ancienne avec des hélicoptères et des tanks, à la Kyukyoku Taiga ou Twin Cobra chez nous. C'est un jeu d'arcade sorti en 1987 qui a participé au succès de Toaplan. Un jeu dont on fait souvent référence au Japon quand on parle de shoot en scrolling vertical pour son système et la balance du jeu. Au début des années 2000, en arcade, les nouveautés shmup en 2D à l'ancienne étaient une espèce en voie de disparition. Et Tsuneki Ikeda pensait qu'il y avait sûrement de la demande pour ce genre. Mais l'annonce de l'arrivée prochaine d'un nouveau Raiden est arrivée aux oreilles de Cave. Raiden étant une grande série de jeux de tir en scrolling vertical avec des avions et des tanks, un jeu qui a fait un carton lors de sa sortie en 1990 pour devenir une série de références en termes de shoot en 2D. Pour éviter de se battre sur le même terrain, surtout contre Raiden, chez Cave, ils ont tout simplement abandonné l'univers militaire pour faire plus dans le fantasy, et pour aller chez les insectes. Raiden 3 est en effet sorti environ 5 mois après Mushihime-sama pour devenir un shoot en 3D. Même la princesse de Mushihime-sama à l'origine cela devait être une chasseuse et guerrière, mais c'est devenu une princesse des insectes. Une Mushihime comme on dit en japonais, d'où le titre du jeu. Mushihime-sama est sorti l'année suivante en 2005 sur PS2. En revanche, il mettra pas mal de temps à sortir sur Xbox 360 comparé aux autres jeux Cave pour sortir en 2012. Par exemple, Dead Smiles était sorti en avril 2009. La principale raison est que la demande était plus grande pour ce titre. Dead Smiles est, semble-t-il, un des titres qui a le plus de fans parmi les jeux Cave. J'ai déjà présenté ce jeu sur un live Twitch, mais pour ceux qui débarquent, Dead Smiles est un jeu de shoot en 2D qui scrolle principalement à l'horizontale où l'on peut tirer à gauche ou à droite. Même Mushihime-sama Futari, qui est la suite de Mushihime-sama sorti en 2006 en arcade, est sorti fin 2009 sur Xbox 360. Mushihime-sama était censé être le dernier shmup de Cave à sortir sur Xbox 360, histoire de marquer le coup. Cela prouve que même si aujourd'hui Mushihime-sama est un titre coté d'occasion sur Xbox 360 et dont on entend souvent parler, ce n'était pas vraiment le cas il y a un peu plus de 10 ans. Une fois encore, en 2009, le rétro gaming, ou jouer à des jeux vieux de plusieurs années, ce n'était pas spécialement en vogue, donc il était normal que des jeux plus récemment sortis comme Mushihime Futari ou Dead Smiles soient plus attendus. Mushihime-sama est sorti aussi sur iOS et depuis 2015, il est disponible pour PC via Steam. Malgré tout, ce Mushihime-sama a eu bien du succès en arcade, en particulier grâce au mode Ultra. Quand il y a un mode comme ça complètement débile qui fait parler de lui, il y a énormément de gens, de joueurs qui vont chercher à avoir le meilleur score et donc qui vont mettre énormément d'argent pour devenir le meilleur et afin d'obtenir le meilleur score. On a eu le même phénomène avec les jeux de fight,
déjà dès le début des années 90, hein, avec des compétitions entre copains, voire des compétitions directement organisées par les salles d'arcade. Avant même qu'on ait ce phénomène de e-sport, il y en a qui venaient tous les jours s'entraîner et mettre une bonne partie de leur salaire dans les bornes d'arcade. Et ce phénomène s'est amplifié au début des années 2000. Après, on a eu la compétition du Togeki qui est apparue. Et puis au niveau du shoot, on commençait à voir ce qu'on appelait les pro gamers, des joueurs qui étaient vraiment bons et qui sortaient même leurs DVD en montrant comment jouer par exemple à un jeu Kev. Et je me souviens que c'est là qu'on a commencé à voir apparaître dans les salles d'arcade des systèmes de capture pour les shmups, un système généralement composé d'un moniteur, d'un ordinateur avec une carte de capture reliée à la borne d'arcade, permettant de sauvegarder nos captures sur une clé USB, voilà une SD card. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dans la version arcade de Mushihime-sama, le mode ultra n'est pas disponible par défaut. Il n'apparaît que sous certaines conditions. Il y a une espèce de compteur qui s'accroît plus ou moins en fonction du gameplay pour débloquer ce mode. Pour faire simple, plus de bons joueurs jouaient au jeu, plus vite le mode ultra était débloqué. Le but était de faire perdurer le jeu pour pas que les gens ne se lassent. Donc, quand le jeu avait été bouclé à plusieurs reprises, ce mode apparaissait. Imaginez un peu la tête du gars qui a trouvé pour la première fois ce mode ultra. Il lance le mode, déjà il comprend pas, il y a un truc qui est en plus, il lance le mode, et là il se retrouve avec un grand message alerte, donc Kaikoku en japonais, ce mode est super difficile, est-ce que vraiment vous voulez y jouer? Ça a dû être quand même quelque chose. Lorsque certains ont commencé à découvrir ce mode ultra, la nouvelle s'est répandue en moins de 2, attirant les joueurs dans les salles où le mode a été débloqué. Résultat, les autres salles ont fait une crise de nerfs à Kev en leur demandant pourquoi ils n'avaient pas ce mode de difficulté. Heureusement que Kev avait prévu une commande cachée pour faire apparaître ce niveau de difficulté. Une commande secrète qu'ils ont dû faxer d'urgence à un bon nombre de salles d'arcade sur l'ensemble de l'archipel. Ce niveau de difficulté ultra est un vrai enfer. Il y a plein de tirs et certains vont hyper vite. À la fin de ce mode se trouve le boss ultime, Aki and Aka. Je vous laisse le découvrir par vous-même, histoire de vous motiver à faire le mode Ultimate, mais je vous préviens, ce boss c'est un vrai sac à points de vie. Le scénario de Mushihime-sama est pas simple, c'est surtout qu'il y a un background, donc je vais essayer quand même de résumer la chose. Le jeu se déroule dans un monde qui diffère du nôtre, où la moitié de la planète est recouverte par le désert. D'énormes arthropodes, les Koju, couvertes de solides carapaces, prospèrent. Ils vivent dans les forêts, mais certains sont capables de vivre dans le désert. Ils possèdent une énergie appelée Levisense, une énergie qu'ils peuvent projeter contre leurs ennemis. Vous comprenez maintenant pourquoi les insectes peuvent tirer. Quand ils meurent, de leur carcasse émane cette énergie, permettant de faire pousser la nature, même dans le désert. Grâce à cette énergie, le genre humain vit discrètement et vénère comme des dieux les énormes Koju. De tradition, il est transmis que pour avoir le droit de vivre sur ces terres, les êtres humains doivent tous les 200 ans donner en sacrifice une personne de 15 ans au Koju. On dit que la nuit du sacrifice, des étoiles filantes sont visibles. Un royaume portant le nom de ce phénomène, le village de Hoshifuri. Hoshi veut dire étoile et Furi pour pluie. Dans ce village, une petite princesse nommée Leiko s'est perdue dans une forêt crainte par les gens, la forêt de Shinju, où vivent les Koju. C'est là où elle rencontre un garçon mystérieux qui lui donne un bracelet. Un bracelet qui permet de communiquer avec les Koju. Mais d'après la légende, ce bracelet est donné à l'être qui doit être sacrifié. La petite Leiko, inconsciente de son destin, va fréquemment s'amuser dans la forêt de Shinju, où elle s'est fait un ami scarabée appelé Kinhiro. Kin veut dire or et Hiro, couleur, donc couleur d'or. Oui, pour les noms et même pour le titre du jeu, ils ont fait simple. Depuis le dernier sacrifice, 200 ans se sont passés, et une maladie mystérieuse s'est abattue sur le royaume. Leiko a 15 ans, et le peuple réclame son sacrifice au roi. Leiko, pour sauver son peuple, part à la rencontre du dieu Koju en chevauchant Kinhiro, en espérant que le dieu des Koju est le garçon qui lui a donné son bracelet. Je vous avais dit que l'histoire n'était pas simple. Allez, on va parler un petit peu du système de jeu. Il y a 3 types de tirs que l'on peut sélectionner au démarrage du jeu. Le M-Power, un tir moyennement large avec un déplacement moyen. Le W-Power, qui lui a un tir plus large, mais les déplacements sont lents. Le S-Power, le tir le moins large des 3, mais permet de se déplacer plus rapidement. En cours de partie, il est possible de changer de type d'arme en récupérant des objets que certains insectes lâchent une fois détruits. Ces objets changent de couleur avec le temps. Vert pour le M-Power, rouge pour le W-Power et bleu pour le S-Power.
A l'origine, on ne pouvait pas choisir son type d'arme au démarrage, mais suite au locket test, la fameuse période où les joueurs peuvent tester la borne, nombreux se sont plaints en disant qu'il n'était pas normal de ne pas pouvoir choisir son arme au démarrage. Et ils ont bien fait, d'où l'importance de ces locket tests. Ces types d'armes et le principe d'objet de couleur est inspiré de Kyukyoku Taiga. D'ailleurs, le système des super bombes de Mushihime-sama est le même que celui de Twin Cobra. Dans les deux jeux, il y a un petit décalage entre le moment où on appuie sur le bouton et que la bombe explose. On peut aussi obtenir des options, qui sont des petits insectes. L'objet qui permet d'obtenir ces options change aussi en fonction du temps avec deux états possibles. Formation ou Trace. Formation alignera les options en formation. Avec Trace, les options suivent nos mouvements comme dans les premiers Gradius. Certains insectes permettent de récupérer des bombes. Il y a principalement deux boutons de tir. Un qui ralentit votre vitesse de déplacement et affiche un cercle représentant la hitbox, et un autre bouton de tir qui ne ralentit pas les déplacements, ce qui permet de régler notre vitesse pour être plus ou moins rapide pour passer entre les tirs. Ces boutons de tir changent aussi le comportement des options. Quand celles-ci sont en mode formation, un bouton resserrera la formation de ces options, et en mode trace, cela fixe la position des options par rapport à l'insecte que l'on contrôle. L'autre bouton fait l'inverse. Ce jeu utilise aussi des mécaniques de Tamakeshi, ou bullet cancelling. Tama qui veut dire balle, et Keshi veut dire effacer. En effet, certains ennemis, une fois détruits, effacent les tirs à l'écran. Voyons maintenant ce que contient cette version Switch. Comme pour la version Xbox 360, c'est une version HD de la version arcade. Comme je l'ai dit la dernière fois, la version Switch dispose de tous les modes inclus dans la version Xbox 360. Il y a même le DLC de la version 1.5, qui était inclus en série limitée dans les versions Xbox 360. C'est d'ailleurs le cas de ma version, le code DLC était au verso de cette carte incluse dans la boîte. Passons brièvement en revue les différents modes, à commencer par le mode normal, appelé le mode Xbox sur la Xbox 360. C'est une réplique de la version arcade, sauf que les graphismes sont en HD. Même les ralentissements de la version arcade ont été reproduits. Le mode novice, c'est le mode normal mais plus facile. Le mode arrange, déjà présent dans la version PS2, propose une autre balance de jeu avec des musiques revues. Le mode arrange de la Xbox 360, et par extension celui de la Switch, a été légèrement revu par rapport à la version PS2. La version 1.5 est plus Cave Style. En effet, Mushihime-sama est un jeu qui se rapproche plus des anciens shoots, mais cette version 1.5 est plus proche des shoots que Cave a l'habitude de faire avec un plus grand nombre d'ennemis et une difficulté plus élevée. J'ai tout de suite eu plus de mal avec cette version 1.5, une version sortie en 2011 en arcade. Oui, 7 ans après la sortie de Mushihime-sama en arcade. Elle bénéficie de musique réorchestrée par Ryu Umemoto, qui a travaillé entre autres sur les musiques de Eve Burst Error, dont j'ai parlé il y a peu. Il a aussi travaillé sur plusieurs musiques de jeux de Cave. Malheureusement, cette réorchestration pour la version 1.5 de Mushihime-sama fait partie de ses dernières œuvres car il nous a quittés peu de temps après. Concernant les options, on retrouve tout ce qu'il y avait dans la version Xbox 360. Il est possible d'appliquer un filtre pour lisser l'image. Pour la Switch, on peut en plus changer le ratio de l'image, 4 tiers ou 16 neuvièmes. On peut bien sûr faire pivoter l'image à 90 degrés vers la gauche ou la droite pour jouer en tâté plein écran. La possibilité de régler la taille de l'image de façon précise et sa position. De changer les fonds d'écran. D'ailleurs, on a plus de fonds d'écran disponibles sur la version Switch. Il est possible de changer l'opacité du fond d'écran. Si on la met à 0, on ne le voit plus. En parlant de ça, lorsqu'on réduit l'opacité avec le fond d'écran 1 sur la Switch, on retrouve le même bug que sur Xbox 360. Le fond d'écran apparaît et disparaît sans cesse. Après cette bonne introduction de Mushihime-sama, il est temps de comparer la qualité de la version Switch par rapport à la version Xbox 360. La version Xbox 360 est connue pour sa qualité. Comme je l'ai dit en début d'émission, Mushihime-sama est sorti en 2012, ce qui est relativement tard. Car depuis 2009, Cave, avec entre autres la participation de M2 sur certains jeux, avait adapté plusieurs de leurs titres sortis en arcade sur Xbox 360. On peut donc estimer qu'ils étaient bien rodés. J'ai d'abord fait une comparaison visuelle, et franchement, même en mettant côte à côte les captures de chaque console, je ne vois pas de différence flagrante. Au niveau de l'input lag, j'ai une fois encore utilisé mon système de capture simultanée, et je n'ai qu'une frame de lag par rapport à la version Xbox 360. Et généralement, en dessous de 2 frames pour faire la différence, faut s'accrocher.
Concernant le framerate, donc le nombre d'images par seconde, les deux jeux tournent en 60 fps, sauf quand il y a 3 tonnes de tir à l'écran, on a une baisse du framerate. Ce qui est exactement le cas pour la version arcade. Il est d'ailleurs très important que les versions console reproduisent ces ralentissements, car elles font partie entière de la balance du jeu. Difficile d'être catégorique, mais sur la version Switch, j'ai l'impression que les ralentissements sont plus fréquents. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu aussi remarquer dans les courbes en comparant le framerate. Conclusion, cette version Switch est proche de la version Xbox 360, il n'y a vraiment pas à chercher à comprendre, hein. Enfin, à part si vous voulez pinailler par exemple l'éclairage, c'est un peu plus éclairé sur la version Switch que la version Xbox 360, mais là j'allais dire régler les contrastes de votre télé. Je parle de ça en sortie de capture, hein. Après ça peut-être dépend des modèles de Switch. Après ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de version en boîte. C'est vrai que ce genre de réédition de vieux shoot en 2D, eh bien ça s'adresse à souvent des jeux qui préfèrent jouer en boîte, voilà. Mais bon, il y a pas mal de gens qui s'en fichent parce que ça reste pas très cher en téléchargement. D'ailleurs j'ai remarqué que dans le staff roll en fait, on voit qu'il y a marqué 2015 dans les copyrights. Et 2015 en fait c'est la date de sortie de la version Steam, donc je suppose que cette version Switch est une conversion de la version Steam. Cela veut dire que la version Steam aussi est de bonne qualité. Alors je l'ai pas essayé parce que tout simplement ça sert à rien, les résultats changeront sûrement en fonction de ma configuration. Enfin voilà, en fonction des configurations, ça risque de changer, donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre, sachez que actuellement jusqu'au 9 juillet sur Steam, Mushihime-sama est à moins 65%, et du coup il est vraiment pas cher. D'ailleurs il y a d'autres shmups en fait qui sont pas chers comme ça. Voilà, c'est des soldes d'été, donc si ça vous intéresse et que vous préférez jouer sur PC, allez-y, ça serait dommage de passer à côté de l'occasion. L'autre chose, peut-être que ce character design en fait de Mushihime-sama, donc du personnage, vous dit quelque chose. Voilà. Pour ceux qui s'y connaissent bien en jeu SNK, pour les illustrations de King of Fighter, fin des années 90, début des années 2000, par exemple le character design de Angel, ça vous dit quelque chose? Eh bien c'est un certain Kotani Tomoyuki qui est en charge du design, et il a travaillé en fait de 2003-2004 chez Kev, et à l'occasion il a dessiné les dessins de Mushihime-sama. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Alors une fois encore, ça rentrait dans mon concept de rebondir sur des jeux pour vous donner plein d'informations. En plus là vous avez une petite approche, un petit comparatif technique, et j'ai sorti, mais j'ai des piliers, j'ai même pas assez que mes deux mains pour vous montrer en fait tous les jeux qui sont sortis, alors, les versions PlayStation aussi, pour faire les captures. Ça m'a pris 300 ans, il y a un taf de malade pour faire ces vidéos à chaque fois, c'est vraiment un truc de malade, et j'espère vraiment que ce concept vous plaît. Parce que je compte récidiver. Alors le problème c'est que j'ai mis beaucoup de temps avec toute la partie technique, toute la mise en place et tout le travail après d'édition qu'il y a derrière pour finir cette vidéo. Donc ça va être super chaud pour le prochain Nippon Game News. Je suis vraiment pas sûr de pouvoir en faire un cette semaine. Si j'arrive à en faire un, c'est un miracle. Voilà, donc je vous garantis rien, je vais essayer. Mais enfin bref, j'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Netageo. Soredewa, sayonara!